Nos enfants écoutent les histoires que nous lisons. Et si nous écoutions les leurs? Bienvenue sur Histoire de naissance, podcast de Lindsay et Marlène, doula et maman passionnées par la naissance. On te raconte des histoires vraies de grossesse et de naissance grâce à des invités sincères et authentiques. Alors c'est parti. Détends-toi et laisse-toi bercer. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être ici pour un nouvel épisode d'Histoire de naissance. Aujourd'hui, je suis là avec Alison, qui a 33 ans, qui nous racontera la naissance de sa fille. Bonjour Ali, comment tu vas? Salut les filles, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vais bien et chanceuse d'être là. Donc merci pour votre temps. On a hâte. Et il y a aussi Marlène qui est là avec nous, mais il y a des travaux chez elle, du coup, elle va pas allumer le micro aujourd'hui pour nous épargner de ça. Merci Marlène. Mais elle est contente d'être là, je peux le dire. Pour commencer, Ali, est-ce que tu peux te présenter de qui compose ton foyer, où tu habites, ce que tu fais dans la vie, tout ça? Ouais, avec plaisir. Alors je m'appelle Alison Cossonnet-Grenier. Je partage ma vie avec Antonin. Nous sommes mariés depuis 2 ans maintenant. Nous vivons à Marseille, à côté du stade Vélodrome. Et ma famille se compose donc de ma fille, Olympe, qui a 3 ans maintenant, de mes 2 chiens, un chat. Et c'est déjà pas mal. C'est Et bien rempli la maison. oh ouais, une bonne organisation au quotidien. Et quoi te dire? Ah oui, ben, mon travail, donc je suis mannequin depuis 17 ans maintenant. J'ai commencé tôt. J'ai également un studio de yoga dont je m'occupe de la création, de l'organisation ainsi que de donner des cours de yoga depuis 2 ans maintenant. Le studio est sur Marseille, dans une extension de ma maison. Et je suis diplômée en tant que doula depuis décembre maintenant. Donc une Wouh! troisième activité, ouais, où j'ai eu la chance de vous rencontrer du coup. Eh oui, t'as plein de casquettes. Ouais, alors on appelle ça multipotentiel. Voilà, Ah, quand on a plein de boulot et qu'on n'a pas envie de choisir. Du coup, maintenant, quand on me demande, je dis je suis multipotentiel. J'ai 3 activités. c'est beau. Ça marche bien. Ça aide en tout cas sur l'organisation. Ouais, j'imagine. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui remplit ma vie au quotidien, ma famille et mes boulots. Très bien, merci. Mmh, c'est Donc, tout. du coup, pour la grossesse, cette grossesse avec Olympe, tu peux commencer là où tu veux avec la décision de fonder une famille ou l'apprentissage que tu attendais un enfant. Bah, ouais, avec grand plaisir. C'est vrai que je pense que le début, c'est bien de spécifier que Anto et moi, on est deux indépendants et deux taureaux, donc deux caractères qui se ressemblent beaucoup, où il y a pas mal d'impulsivité, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Et avec Anto, on a toujours été deux personnes assez libres, on adore nos boulots, euh, on se connaissait depuis nos 18 ans, donc on s'est mis ensemble après avoir vécu notre vie chacun d'un côté. Et puis, c'est au bout de, je crois, 4, 5, 6, 7, 4 ans ensemble que on s'est couché un soir en se disant, eh ben, est-ce qu'on ferait pas un enfant? On s'est dit, bon, bah, on y réfléchit. Et le lendemain, on s'est réveillé en se disant, bon, bah, viens, on se lance dans l'aventure. Et il n'y a pas vraiment eu de plan sur la comète. On n'avait jamais parlé de à quoi ressemblait pour nous le fait de fonder une famille. On était déjà parents d'un chat et d'un chien, qui nous demandaient déjà de l'organisation sur nos vies un peu de nomades. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos boulots, on part beaucoup en déplacement tous les deux. Mm. Et on s'est dit très naturellement, on ne sera pas les premiers indépendants à faire un enfant, donc on se lance. Et puis on verra sur le tas, sachant qu'à l'époque, on n'avait vraiment pas de famille à Marseille, mais on n'y a pas vraiment réfléchi. Et il s'avère que, alors la question, elle est venue parce que je devais enlever mon stérilet. Et donc, bah, je lui avais dit la veille, ah, j'ai rendez-vous fin de semaine chez la gynéco pour changer mon stérilet. Et c'est comme ça que le sujet de l'enfant est venu. Mm. Bah, est-ce qu'on en remet un? Ou est-ce qu'on se lance à fonder une famille? Et on va dire qu'en 24 heures, on avait pris un peu la décision de se lancer.
Donc, fin de semaine, j'enlève mon stérilet et on va dire que 3 semaines après, je tombe enceinte. Donc, ça a Wow. été ouais, plutôt 3 semaines, un mois, hein, j'ai plus le mood exact, mais c'est vrai que ça avait été très, très rapide. Mhm, Où on s'est rendu compte que ben, déjà que ça marchait, c'était cool. Moi, mhm, j'étais jamais tombée enceinte de ma vie, donc j'avais quand même un petit doute dessus. Cette première grossesse, elle a été assez particulière parce que on a cru perdre le bébé au moins 3 fois. En fait, pendant 3 fois, j'ai fait du coup des mini fausses couches et puis bah t'attends, tu refais un test et en fait le bébé est encore là. Et tout ça, ça a duré du coup bah, presque 2 mois et demi. wow. Et au fur et à mesure, on voyait que l'enfant restait, que le taux continuait de monter. Et donc, bah, on avait ce fameux premier rendez-vous pour faire la première écho. Et en arrivant, eh ben, j'étais suivie du coup dans un hôpital d'urgence, comme il y avait eu plusieurs fausses couches. Mhm. Et ce rendez-vous-là, bah, je suis tombée sur une médecin qui était vraiment pas très diplomate, si on peut dire ça comme ça, et qui nous a annoncé que l'enfant était parti. Donc d'une semaine à l'autre, même si mes taux continuaient d'augmenter, en fait, en une semaine, et je me souviens très bien parce que c'était la seule semaine où je n'avais pas saigné. Et donc c'est là où on a perdu notre premier enfant officiellement. Donc, ce qui était un peu dur, c'était qu'on allait vraiment, on était heureux qu'il reste là, qu'il tienne. Et en arrivant, on se rend compte qu'il était plus là. Donc, on est reparti un peu bredouille. Ah Mhm. bon, très déçu, évidemment, en larmes, hein, et ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 mois et demi, bah, on s'accrochait. Et moi, bah, notre vie, elle continuait. Donc, je pouvais dire à personne que j'étais vraiment enceinte. Et malgré tout, bah, je perdais énormément de sang sur les shootings, Ouais. c'était très dur à gérer, d'attendre des résultats de prise de sang dans le train, dans les trucs. Bon, bref. Ouais, il n'y a Donc, pas c'était un peu vraiment long. d'arrêt de travail quand tu es indépendante. Ouais, ça n'a pas été d'un coup, c'était fini. Ça a été, on Ah. remet un petit peu d'espoir, un peu d'espoir. Et puis, bah, à la fin, hop, ça le fait pas. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée quand même par une bonne gynéco, donc qui est assez réputée sur Marseille. Et en plus, j'ai pu rentrer dans son, comment on dit, dans son agenda parce que sa secrétaire a fait une erreur alors qu'elle prenait pas de nouvelles patientes. Et c'était assez marrant de devoir me retrouver dans son bureau où elle avait un côté très protocolaire, très médical. Et puis, donc je lui annonce que j'ai perdu l'enfant, que tout ça s'est pas très bien passé. Elle avait suivi l'histoire un peu de loin, mais comme je terminais toujours aux urgences, elle avait pas tous les tenants et les aboutissants. Et j'arrivais pas du tout à réaliser que ça avait été ma première grossesse et donc mon premier enfant. Hmm. Et j'arrêtais pas de parler de ça en disant ce truc. Je voulais pas dire mon bébé, je disais ce truc, il a pas tenu, ce truc, il m'a fait vivre la misère pendant 2 mois. Et elle était bizarrement drôle parce que sans le savoir, elle s'était un peu fâchée et elle m'avait dit de toute façon, si tu continues à dire ce truc et que tu ne comprendras pas. Donc à Marseille, tout le monde se tutoie, il n'y a pas vraiment de vouvoiement. Donc elle avait été assez dure et puis elle m'avait dit si tu n'acceptes pas que c'est ton premier enfant, si tu ne lui dis pas au revoir, elle me dit il va falloir que tu fasses ce que tu veux. Tu prends une bouteille, tu la jettes à la mer, tu vas crier sous l'eau, tu te démerdes, mais il faut que tu lui dises au revoir, sinon tu ne retomberas pas enceinte. Et donc, bah, moi, j'étais là, ok. C'est étonnant de voir qu'elle peut penser comme ça via sa stature. Mais il s'avère qu'une semaine plus tard, on partait à Bali et qu'il y a un moment où moi, je voulais vraiment aller dans une fontaine purificatrice et je disais à Anto, bah, tu viens avec moi, tu viens dans la fontaine, on va laisser des fleurs, on va dire au revoir à ce bébé. Et puis bon, Anto, il est pas chiant, lui, il croit pas vraiment à tous mes délires, mais là, il m'a dit, bon, de toute façon, j'étais pas en position de dire quoi que ce soit. Donc, C'est il m'a ça. suivi. Moi, j'ai dit au revoir à notre enfant. Et il s'avère que bah, je pense sincèrement que 2 à 3 jours après, je suis tombée enceinte. Wow. Donc, c'est un bébé Bali et c'est Olympe qui nous a choisis là-bas. Et là, pour le coup, d'un coup, tout est devenu plus doux, quoi. Il y a eu vraiment ce premier test que Hmm. j'ai fait avec ma sœur la veille de mes 30 ans. Et on était dans le bain, on se prenait un petit bain ensemble et sans lui dire, je suis allée faire pipi sur mon truc et j'ai découvert avec elle que j'étais enceinte. Et donc c'était très sympa, c'était moins
ce qui était génial, c'était la scène. C'était d'être avec ma sœur, de le découvrir avec elle, de me dire je vais l'annoncer à Anto le jour de mes 30 ans. Mm. Euh, il y avait toujours ce petit truc de, je pense on savoure jamais autant notre deuxième fois où on vient faire un test. En tout cas, quand il nous est arrivé quelque chose comme ça. Mm. Mais c'était cool. J'avais vraiment, on n'est pas vraiment un couple très romantique. Je savais pas trop comment lui annoncer. Et comme il s'était commandé une paire de Vans, bah, j'avais foutu le test dans sa boîte à chaussures. Et en arrivant chez sa mère, je lui ai dit, tiens, t'as reçu tes Vans. Et il m'a regardé, il m'a dit, bah, t'es enceinte. Et il n'avait pas ouvert la boîte encore. J'ai dit, mais comment tu sais? Il me dit, bah, je le vois à ta tête. Et de toute façon, Anto, je n'ai jamais pu lui cacher quoi que ce soit. Il lit en moi comme dans un livre ouvert. Donc, c'était très, très marrant parce que ça a été d'un naturel assez fou. Le lendemain, je fêtais mes 30 ans. On avait organisé une grosse fête. Moi, pareil, qui ne se fête jamais mon anniversaire. Là, il y avait tous mes amis, toute ma famille. J'avais fait venir mes grands-parents d'Ardèche. Et, euh, et en fait, j'avais ce secret en moi où je me disais comment je vais faire pour pas picoler alors que je me défends plutôt pas mal quand il s'agit d'un apéro entre copains. Et du coup, j'ai été vraiment avec mon verre, le seul et unique pendant 48 heures. Je crois que je l'ai même pas changé entre les deux repas. Et je faisais semblant de boire. Et j'avais ma sœur qui m'apportait des choses sans alcool tout au long du truc. Et ce qui a été merveilleux, c'est que moi, je les appelle souvent les 24, les plus grosses 24 heures de ma vie, parce que j'ai su que j'étais enceinte. J'avais tous les gens que j'aimais auprès de moi. Et bah, pour couronner le tout, Anto m'a demandé en mariage ce jour-là. Oh. Donc, c'était assez intense. Je suis rentrée plutôt fatiguée de ce week-end. Mais la grossesse s'est trop, trop bien passée. Et je dirais même que ce qui a été assez étonnant, c'est que, comme évidemment, on n'avait pas réfléchi à est-ce que ça va marcher, qu'est-ce qu'on va devenir en tant que parent, enfin, à quoi on inspire. Moi, je ne m'étais pas vraiment posé la question de comment je fais en tant que mannequin pour gagner ma vie avec un ventre qui sort. Donc voilà, on s'est assez organisé. Je l'ai caché un peu à mes clients. On va dire que mon ventre a commencé à sortir au 5e mois. Mhm. Moi, je fais beaucoup de sport, j'adore ça. Ça me permet d'être bien au quotidien, en plus du fait que je donne des cours de yoga. Donc, je pense que aussi, comme c'était mon premier enfant, mon corps a mis du temps avant de comprendre qu'il pouvait vraiment se faire plaisir. Et c'est vrai qu'à partir ouais, des 3 mois et demi, 4 mois, on a commencé à le dire. Et là, le ventre a commencé à sortir. Et on va dire que ce qui était un peu embêtant, c'est que donc moi, je suis mannequin depuis 17 ans. Je suis ce qu'on appelle un mannequin commercial. Pour expliquer, c'est pas du tout fashion. On fait pas Mm. du tout des défilés sur des plateaux pour des grandes marques. On fait vraiment euh, du, euh, du prêt-à-porter, du bijou. Je peux vendre que ça soit une cuisine, des bijoux, des fringues, des chaussures. On vend vraiment de tout. Et pour que les gens puissent comprendre, moi je dis souvent que c'est à peu près tout ce que vous pouvez recevoir dans votre boîte aux lettres. D'accord. Donc, on va dire que mon fonds de commerce depuis le début, c'est vraiment la lingerie. J'ai la chance de bosser pour les plus grandes maisons de lingerie françaises. Et ce qui, par défaut, est une grosse partie de mon chiffre d'affaires. Donc, j'ai pu cacher mon ventre à mes clients en lingerie jusqu'à mes 3 4 mois. Parce que j'ai mes seins qui gonflaient, gonflaient, gonflaient. Et en lingerie, tu ne peux absolument pas leur cacher. D'ailleurs, c'était très drôle, c'est lors d'un défilé, mes plus gros clients et de vieille date, c'est Obad. Et c'est en faisant un défilé avec eux, j'ai mon habilleuse qui me dit, Alison, t'as quelque chose à nous dire? Alors j'ai toute la team qui se retourne et qui me regarde. Et je rigole et elle me dit, t'as dû prendre 2 tailles de soutien-gorge, c'est pas normal. Je dis, oui, bah, je suis enceinte. Et du coup, ils étaient adorables parce que jusqu'au bout, ils m'ont fait travailler, ils l'annonçaient aux commerciaux. Enfin, pour beaucoup de marques, ça aurait pu être quelque chose de rédhibitoire et de ah, on te veut plus et tu verras après. Tu reviendras quand tu auras récupéré ta taille ou ta ligne. Et ça, c'est vrai que c'est une maison qui, de la plus petite main à la personne la plus haut gradée, ce sont des gens avec qui je prends énormément de plaisir à travailler parce qu'ils sont respectueux et ils nous suivent en fait. Ça fait chez eux, ça doit faire peut-être 12 13 ans que je suis chez eux. Donc ils ont vu tout vécu Mm. avec nous. Et c'était trop chouette. Et donc voilà, vers 5 mois, bah, il a fallu que j'arrête de travailler et que j'attende que mon corps sorte, enfin que mon ventre sorte Mm. vraiment.
Et donc, je me suis retrouvée pendant bien 2, 3 mois à rien faire ou faire que des jobs où on voyait pas mon corps. Et c'était pas facile parce que moi, j'ai jamais été mis à l'arrêt, sauf pendant le Covid, comme tout le monde. Donc, bah, j'avais rien d'autre à faire que de faire du sport, comme dans le OK. Covid. Donc, je faisais du sport 2 fois par jour. Je réorganisais, comme beaucoup de femmes enceintes, j'imagine, toute ma baraque. Je me suis lancée sur bah, le projet du studio de yoga, pas mal de choses comme ça. Et c'était trop cool. Et donc, j'ai pu recommencer à travailler vers mes 7 mois, 7 mois et demi, où là, j'avais un ventre qui commençait à bien se voir. Et donc, du coup, bah, je devais envoyer chaque semaine ce qu'on appelle des polas dans le travail. C'est des polaroïdes. En fait, c'est des photos de toi prises avec ton téléphone pour voir si tu as grossi ou pas. Comment est ta peau, si tu bronzes. Et ça, c'est des choses qu'on doit faire très régulièrement dans le milieu, mais on le fait en général tous les 4 à 6 mois Mmh. parce qu'on n'est pas censé bouger. Et là, du coup, je me retrouvais à faire mes polas toutes les semaines pour envoyer à mes agences mon ventre qui grossissait et qu'elles pouvaient du coup me proposer en tant que mannequin enceinte. D'accord. Et donc, j'ai fait mes premiers contrats de femme enceinte. Et là, c'est vrai que j'ai été confrontée à quelque chose où moi, je me suis toujours dit, le peu de mauvais traitements qu'on reçoit en tant que mannequin, où on est un peu pris pour des objets, bah, en tant que femme enceinte, on peut pas nous l'infliger parce qu'on Mmh. est censé être au max du max. En tout cas, les gens avec qui on travaille, sont censés prendre soin de nous. Et donc, bah, il y avait des teams qui étaient ultra bienveillantes et puis il y en avait d'autres qui n'étaient absolument pas. Et je me souviendrai toujours d'un shooting fin octobre sur une plage à Brest où j'étais enceinte de, je pense, 8 mois et demi. Et je me retrouve à shooter du maillot de bain pour femme enceinte sous la pluie avec une cliente qui n'arrêtait pas de me répéter que mon ventre n'était pas assez gros, pas assez beau, qu'il fallait que j'aille manger pour pouvoir avoir un ventre plus gros, enfin qui était vraiment une mauvaise personne tout simplement. Je prendrais même pas le temps de parler de cette vieille nana. Et donc, bah, j'ai beau lui dire, lui avoir expliqué, je me suis énervée. Enfin, il y a eu vraiment un traitement de fond qui était pas cool. Et j'ai enchaîné la semaine d'après sur ce qu'on appelle un e-shop. Donc là, c'est des photos en studio sur fond blanc où on vient vraiment enfiler pas mal de vêtements. Et là, bah, j'avais une habilleuse qui ne m'habillait pas et qui, à 8 mois et demi, 9 mois de grossesse, ne m'aidait même pas à fermer mes chaussures. Alors, je pense qu'on se souvient toutes de ce moment avant d'accoucher où fermer une pompe devient très compliqué. Et Oui. là, j'ai une gamine bah, qui m'aidait pas et il a fallu que je crie, chose que je fais vraiment rarement dans le travail, en me disant, hormis le fait que ça soit ton travail, je sentais des contractions et j'ai appelé Anto en partant de ce shooting en me disant, en rigolant, t'imagines, j'accouche dans le train, je crois qu'on peut avoir le train gratuit à vie si on fait un truc comme ça. Donc, non, je suis rentrée et là, par contre, j'ai décidé de briquer ces 2 mauvaises expériences qui n'étaient que 2 parmi pas mal. Donc, c'est vraiment pas ce que je retiens, mais en tout cas, de dire que, voilà, le métier de mannequin, il peut être super chouette, mais il peut être un peu dur aussi de temps en temps. Et moi, j'aime bien rappeler aux gens avec qui je travaille qu'on n'est toujours pas en train de sauver des vies. On prend des fringues en photo ou des objets ou n'importe, mais que bah, le traitement de l'humain, il faut que ça reste malgré tout la priorité ultime. Mmh. Donc, de pas trop stresser là-dessus. Et là, bah, j'ai profité. J'ai profité jusqu'à mon accouchement de la fin. Je me suis pas mal reposée et surtout, ce qui fait qu'on avait eu une très bonne nouvelle entre-temps, c'est que moi, mon rêve, c'était d'accoucher à la maison, Mmh. de mettre une grande piscine dans mon salon, de pouvoir accoucher à la maison. Parce qu'en plus, je vis vraiment à 5 minutes du plus grand hôpital de Marseille. Hem, j'ai vraiment galéré, j'ai eu du mal à trouver, des gens qui m'accompagnaient dans cette étape-là et le plus important et pas des moindres, c'était que, Anto ne souhaitait pas du tout un accouchement à la maison. D'accord. Donc ce qui a valu, des mois d'engueulades, comme on sait si bien le faire dans notre couple et ça a été très, très compliqué donc ma sage-femme nous avait trouvé une option plutôt pas mal qui était, d'accoucher dans une maison de naissance. Mmh. Sauf que, bah, elle s'était trompée et qu'au lieu d'avoir notre place réservée, on était sur liste d'attente. Oh! Donc, on va dire pendant 15 jours, on a eu notre solution qui était trop bien. Puis au bout de 15 jours, elle nous appelle, elle nous dit: «Putain les gars, j'ai fait une connerie, en fait, vous êtes pas du tout pris en compte, vous êtes 7e, je crois, sur la liste d'attente, ne perdez pas espoir, mais c'est pas sûr, donc faut que vous prévoyiez un plan B».
Et moi, j'étais là, bah, le plan B, c'est que j'accouche chez moi, et puis c'est tout. Et puis Anto Ouais. était là, bah non, tu n'accoucheras pas à la maison. Ta Je dis, bah, de toute sage-femme, façon, c'est pas. elle faisait Ouais, des ma sage. IVG? Comment? Elle faisait des accouchements à domicile, ta sage-femme? Non, elle ne OK. les faisait pas. Et il y en OK. avait pas beaucoup, j'arrivais pas à en trouver ici. Et j'avais trouvé qu'une doula, mais qui vivait en Ardèche. Et en Mm. fait, ses frais de déplacement, ça montait à beaucoup trop pour nous, en fait. Et du coup, ça devenait vraiment problématique au sein du couple, quoi. C'était de se dire, moi, Mm. je suis pas OK, je veux pas accoucher en mater. J'avais vraiment un non radical dans ma tête. Et puis, j'ai fait l'effort. J'ai amené Anto dans une maternité avec qui ma gynécologue travaillait. On a visité les chambres. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui te plaît là-dedans, en fait? Moi, j'ai pas envie que les premières heures de ma fille. Et puis, j'ai envie de connaître l'équipe. Et Mm. surtout, j'ai envie qu'on m'attende parce que tout ce qui s'était passé sur la perte de notre premier enfant, je l'ai fait courte, mais on a vraiment été maltraités par le corps médical. Enfin, j'ai été maltraitée, mais malgré tout, parce que Anto était toujours là avec moi, donc c'était un peu dur de vivre tout ça et je voulais vraiment pas le revivre. Et bon, de fil en aiguille, on part une semaine en vacances et en arrivant en Martinique, la sage-femme nous appelle et nous dit qu'on a notre place. Et je pense que ça devait être peut-être un mois et demi avant l'accouchement. Donc, OK. voilà, à partir de là, on pouvait profiter. On a Mm. visité la maison de naissance qui est à Aubagne, donc c'est à 30 minutes de chez nous, ce qui reste trop cool. Mm. On connaissait pratiquement toutes les nanas. Le mood de la maison de naissance me convenait parfaitement, parce que je sentais que c'était un endroit qui me plaisait. Donc il était collé, c'est comme une chambre supplémentaire, mais qui est collée à une maternité. Et donc, on a le temps de faire un travail complètement naturel, on n'est pas pressé, on fait juste la réservation, que ça soit de notre chambre ou de l'équipe. Ça nous a coûté 500 euros. Et franchement, moi, j'ai trouvé que c'était les 500 euros les mieux investis de ma vie. Mm. Après, on avait une chambre qui était géniale aussi. Donc, du coup, une chambre qui était dans la maternité, mais pareil, qui était aux petits Mm. oignons avec l'équipe. Et puis, la maternité savait que quand on venait en tant que femme accoucher à la casa de naissance, c'est comme ça qu'elle s'appelle, moi, la maison de naissance, c'était vraiment parce qu'on souhaitait quelque chose de très naturel. Mhm. Donc, je pense qu'on était aussi traités en fonction, différemment que les gens qui viennent directement en mater. Et voilà. Et donc, bah, super, super satisfait. Puis vient le moment un peu de l'accouchement. Moi, j'étais trop bien enceinte et je le disais tout le temps, c'est que je n'avais vraiment, vraiment pas envie d'accoucher parce que j'adorais mon corps, j'adorais ce qui se passait, j'adorais notre coloc. D'ailleurs, c'est vrai, j'appelais ça comme ça. Je trouvais que notre coloc était trop bien. Ma fille bougeait énormément. À la fin, j'arrivais même à attraper son ventre à travers son pied, à travers mon ventre. Donc elle jouait, je lui ai chopé le pied comme ça. Enfin, c'était trop bien. Et puis j'avais ce sentiment vraiment de l'avoir en sécurité. Et ce qui me faisait peur, Mm. c'était le après. Mm. Moi, j'avais toujours rêvé d'avoir un garçon. Je voulais pas de fille parce que j'ai eu la chance d'élever ma petite sœur et que je me disais, oh, un garçon, je connais pas. Et puis je pense que c'est plus facile d'être un petit garçon, d'être un garçon dans cette vie. Et puis bah évidemment, on m'a donné une fille. Puis je le savais avant même de faire l'écho. Je disais à Anto, de toute façon, je veux un gars, mais c'est une fille, je le sais. Et donc, elle est venue et ce qui s'est passé, c'est que oui, j'avais ma date de terme que j'ai dépassée du maximum, je crois, donc plus 6 jours. Et puis ma sage-femme m'appelait tous les jours en me disant, moi, Alison, va falloir que tu viennes. J'étais, ah bah non, je viens pas. Je fais, mais en fait, tu vas faire quoi si je viens pas? Je fais là concrètement, si j'ai pas envie d'être déclenchée, et moi, je veux que ça soit naturel, toi, tu vas faire quoi? Elle me dit, bah, tu vas faire des conneries et puis de toute façon, moi, je vais rien faire. C'est toi qui vas te mettre en danger, tu vas mettre en danger ta fille, c'est tout. Donc, elle avait une façon de me parler qui était vraiment la bonne façon, Mm. parce qu'elle essayait pas de me prouver enfin, que c'était le côté médical qu'il fallait faire. Elle essayait juste de me parler comme on parlait à une maman, en fait, de dire, bah, Mm. non, il n'y avait pas de jugement. Elle me disait, je comprends, mais il faut que tu viennes vérifier. Comment ça se passe à l'intérieur. Et puis, là, c'était assez merveilleux parce que ma sœur qui vit aux États-Unis a pu arriver.
Et la Mhm. veille du jour où je devais rentrer à la mater. Donc, elle m'a vue enceinte plus. On a fait une super promenade. Et vraiment, j'avais l'impression d'être arrivée au terme. Mon rêve, c'était que ma sœur me Mhm. voie enceinte, qu'elle soit là pour mon accouchement. Je savais qu'elle allait être à la maison et qu'elle allait pouvoir gérer la tribu pendant que nous, on rencontrait Olympe. Et donc, bah, je suis rentrée à la mater et j'ai été déclenchée par les médicaments. Et, euh, et je me souviens vraiment de ce temps d'attente pendant plus de 24 heures. Ça faisait absolument rien. Et il faut dire que bah, autant Anto que moi, on est plutôt deux hyperactives. Alors, rester à la maison, enfin, une fois que tu as fait 15 fois le tour de la maternité, monter, descendu les escaliers, ça me faisait ni chaud ni froid. Et puis j'en avais marre d'attendre. Je me suis réveillée le deuxième jour. J'ai sonné les filles. Je leur ai dit, bon, venez, on programme une césarienne, on la sort. Là, moi, je vais pas passer ma vie ici. Donc, Et t'étais et toujours la à la mater? sage-femme. Tu sais... Ouais, Ouais, ok. ouais, enfin, c'était vraiment maternité, mais côté casa de naissance. Donc, en fait, c'est la même Ok. chose, sauf que c'est quand même les sages-femmes de la casa de naissance qui prennent ton suivi en main, quoi. Et du coup, comme elles connaissent ton plan, en fait, elle l'a ouvert, je lui ai dit ça, elle a rigolé, elle a refermé. Et je me dis, non, mais le toupet de celle-là, elle en a rien à foutre de ce que je viens de lui dire. Et Anto, il rigolait, il me dit, non, mais tout le monde sait que juste t'es impatiente, mais ça va se déclencher, ça ne soit patiente. Je dis, non, mais moi, je ne peux pas rester des heures et des heures à regarder la télé, là, comme une teubée. Ça me rendait folle, vraiment, je bouillais. Je me rappelle de ce moment où j'en pouvais plus. Et je fais donc une vidéo, un appel là, WhatsApp avec ma mère et ma sœur qui étaient en train de promener tous nos animaux. Et d'un coup, j'ai ce qu'on appelle la fameuse contraction mobilisante, où je ne peux plus Mhm. parler et où je me marre et j'ai les larmes en même temps qui montent et je dis: «Oh ça y est, le bordel, il commence, je vous laisse» et je raccroche en laissant, mais je me dis que des mois, enfin des années après, je dis: «Mon Dieu, ça doit être horrible en tant que mère que ta fille te dise: "Attends, je commence à accoucher"» et là, pendant Ciao! 24 heures, tu as pas de news. Ah ouais, enfin même pas 24 heures d'ailleurs parce qu'il était 17h10, je crois, et j'ai accouché à 00:10, donc ça a été quand même très rapide et là, c'était assez fun de pouvoir, être complètement consciente. Du coup, le déclenchement a marché au bout de la prise du 5e médicament. J'ai tout de suite été amenée dans la salle de naissance et ce qui était merveilleux, c'est qu'une copine à moi venait de mettre, au monde son fils dans cette salle. Oh. Donc ouais, on était un groupe de 5 nanas qui étaient suivies par la même sage-femme et on s'est vraiment, rapprochées pendant toute notre grossesse et on a tout accouché sous 3 semaines. Donc on a vécu des choses, merveilleuses et donc elle, vraiment, elle est sortie de la chambre, ils ont tout nettoyé et moi j'ai pu rentrer dans la chambre. Oh, trop Et bien. donc c'était, franchement, c'était incroyable. Les filles ont été mais, d'une patience sans nom. Moi, je me suis transformée en un espèce de petit truc ultra vulgaire. Je n'ai pas arrêté d'insulter Anto parce que je l'entendais qu'il voulait prendre des pauses, pour aller se reposer parce que c'était long et parce que la seule chose qui me soulageait, c'était d'appuyer sur mon coccyx. Mm. Donc en fait, il a dû passer 4 5 heures à appuyer sur mon coccyx de toutes ses forces et je l'entendais à chaque fois qu'une sage-femme rentrait. La sage-femme lui disait, «Non mais si vous voulez, vous pouvez prendre une pause, allez vous prendre un petit café, allez prendre l'air» et moi je gueulais en disant: «Mais pourquoi vous vous occupez de lui? À quel moment lui, il doit prendre une pause?» C'est Enfin ça. Est-ce j'étais que moi j'ai des pauses? non, mais c'est exactement ce qui ressortait, tu vois? Je lui disais et à un moment, je l'entends, il dit: «Oui, je vais sortir dehors, pour aller, je vais sortir dehors 5 minutes», ce qui voulait dire, nous, dans notre couple: «Je vais fumer une clope» et moi, je lui dis: «Mais attends, tu crois que moi, je peux aller fumer une clope ou quoi? Tu restes là avec moi, il y en a marre». Enfin et du coup, j'arrêtais pas de gueuler, c'était tellement drôle et puis je découvrais aussi le fait d'être assistée et soutenue par des femmes qui savaient que mon projet, c'était d'accoucher sans péridurale et donc qui m'accompagnaient. J'ai eu une chance incroyable, c'était que celle qui m'a, aidée pour l'accouchement, une des sages-femmes, c'était sa dernière et c'était la première de la casa de naissance. Donc on a vraiment en plus, elle faisait des sons graves, elle m'a vraiment, un peu poussée. Alors on n'a pas chanté, mais on faisait des petites montées de voix quand même, donc c'était ultra cool et puis, je me souviens que c'était tellement fort et j'étais tellement dans l'accueil que j'avais une espèce de petite plaquette quand j'étais dans ma baignoire
où je m'endormais dessus. Vraiment, ma tête se reposait sur ma petite plaquette flottante, là, je sais pas trop ce que c'est. Et je m'endormais et après, je me remettais à quatre pattes et je disais, ah, ça y est, ça revient. Enfin, il y avait un accueil et bizarrement une gestion, en fait, de tout ça. Des montées, des contractions. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé pendant cet accouchement, c'était que pendant des mois, on avait fait avec Anto comment on appelle ça? De l'hypnonaissance. Ouais. Donc, on avait vraiment travaillé avec une nana qui nous avait fait plusieurs cours d'hypnonaissance. Et ça a été, il y a eu un côté assez incroyable de voir qu'on pouvait mener à bien tout ce qu'elle avait mis en place. On avait vraiment mis ça en place pendant plusieurs mois. C'est une copine qui venait de se former à l'hypnonaissance et qui nous a dit, bah, j'ai besoin d'un couple test. Est-ce que ça vous tente? Donc, en plus, honnêtement, c'était gratuit, donc encore plus merveilleux. Mm. Et ça nous a vraiment permis de mettre pas mal de choses en commun, en fait, de se dire à quel moment la femme va avoir besoin de l'homme, comment tu vas pouvoir l'aider à travers des exercices de respiration, à travers un soutien physique. Et ça a été ultra bénéfique. Ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné chez nous. Et c'était même d'ailleurs très drôle, parce qu'on en garde encore le souvenir pendant longtemps à travers tous les cours qu'on a fait ensemble. C'était en visio. Elle nous montrait tout le temps une photo d'une rose, d'un bouton de rose qui s'ouvrait. Et au milieu, on voyait la tête du bébé qui sortait. Et en fait, elle arrêtait pas de nous sortir cette photo à la fin de chaque session. Puis nous, on était gentils, on lui disait, ouais, ouais, merci. Ça nous parle absolument pas, mais si tu veux, c'est un peu ton délire, il n'y a pas de problème. Et en fait, pendant l'accouchement, je me suis mise à hurler en disant à Anto, ça y est, je vois la rose, je vois le bouton de rose, il y a ma fille qui arrive, c'est quoi sa connerie, ça marche vraiment. Mais on était, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Enfin, j'ai vraiment trouvé que c'était ça, pour le coup, ça nous a bien marché. On avait essayé de faire l'autonomie, mais la personne avec qui on a essayé de le faire ça ne fonctionnait pas du tout avec Anto. Puis de toute façon, Olympe était assez réactive dès qu'elle l'entendait au niveau de mon ventre. Donc on avait fait un truc un peu homemade et qui avait bien marché. Mais voilà, et donc l'accouchement s'est trop bien passé. La chambre était très grande, donc on avait un lit. Je crois que j'ai pris deux grands bains. On avait un lit énorme où je pouvais tester plein de postures, une espèce de toilette. Enfin, c'était vraiment, je pense qu'on y a passé la plupart de notre temps à essayer plein de choses. Et puis, je me souviendrai toujours de ce moment où l'obstétricienne passe la tête et à travers les cris que je poussais. Elle dit, ah, ça y est, elle arrive. Et ah oui, ça c'était très drôle aussi parce que je pense que c'est pas négligeable d'en parler. Anto ne voulait pas que j'accouche à la maison parce qu'il avait peur que je fasse du bruit en accouchant et donc peur de déranger les voisins. La peur d'Anto, c'était ça. Tac. Et ce qui était très intéressant, c'est que moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai réussi à comprendre que c'était un problème pour lui, je suis allée voir sa mère et je lui ai dit, mais Brigitte, comment s'est passé l'accouchement d'Anto? Elle me dit, ah bah, je me rappelle comme si c'était hier, j'avais une sage-femme, elle était complètement folle, elle me mettait la main sur la bouche en me disant de me taire. Donc, le trauma est perpétuel, donc revient de là. Et moi, je Ah. trouvais ça juste génial de comprendre tout ça. Et Mm. puis moi, je n'arrêtais pas de dire à Anto, mais je suis sûre que je vais pas faire un bruit, je suis sûre que je vais introspecter à fond, enfin que je vais pas réussir à m'exprimer. Je prends tout le temps tellement sur moi et Anto, il arrêtait pas de me dire, moi, je suis sûre d'une chose, c'est que tu vas faire que gueuler. Et il n'a pas loupé, comme d'habitude, il a toujours raison, ce mec, de toute façon. Je n'ai fait que gueuler, mais j'ai gueulé tellement fort que, c'est-à-dire, tout, tout le couloir avec toutes les chambres m'ont entendu, que ma copine qui avait accouché, qui était, mais je pense, à 6 chambres après moi, par rapport à là où j'accouchais, moi, le lendemain, j'ai croisé son mari, qui est un super beau Brésilien en plus, et qui me dit, mais j'ai eu tellement honte, il me dit, Alison, je t'ai entendu crier, c'était méga animal. Et moi, je suis là, oh mon Dieu, j'ai envie de mourir. Et j'ai trouvé ça tellement rigolo que j'ai fait que gueuler alors que je pensais pas du tout faire de bruit. Et, euh, et donc, c'est comme ça que l'obstétricienne a dit, ah, ça y est, elle vient de passer apparemment la note ultime. Donc, elle a dit, la Ouais. petite arrive. Et là, en fait, comme j'étais déclenchée, je ne pouvais pas accoucher dans la chambre. Alors que si je n'avais pas été déclenchée, j'aurais pu accoucher dans cette chambre-là. Mais D'accord. comme j'avais été déclenchée, donc prise de médicaments, donc suivie malgré tout à la maternité, je pouvais faire tout mon travail dans la chambre, mais je devais terminer côté maternité. Ok. Quand on dit côté, on parle vraiment d'une porte battante. C'est-à-dire qu'ils m'ont Mm. sorti
bain, ils m'ont mis sur une petite chaise roulante, on a poussé une porte et je suis arrivée dans une salle qui était un peu plus médicalisée. Mm, Mais par contre, il gardait en tête que voilà, moi, mon accouchement, j'avais vraiment envie d'essayer des positions. Donc, je me suis mise à quatre pattes, sur le côté. Elles m'ont laissé libre maître de mon accouchement. Et ça, c'était mm, merveilleux. Et d'ailleurs, comme rien ne marchait, et qu'elle m'a dit, bon, j'ai bien compris que tu ne veux pas accoucher dans la position de base, elle me dit, je te propose de partir sur cette position, mais de tourner un peu sur le côté. Et puis, il y a un moment où c'était un peu long, et en tout cas, moi, je sentais que je fatiguais. Et c'était incroyable de voir toutes ces femmes, en fait, autour de moi. Enfin, elles n'étaient pas beaucoup, elles devaient être trois, mais je me sentais vraiment épaulée. Et j'avais l'impression que c'était pas... j'ai pas accouché toute seule, moi j'ai accouché avec grâce à ces femmes, grâce à mon mari. Enfin, il y avait un truc super puissant. Et à un moment, elle se met à gueuler. Elle lui dit, bon, Alison, tu vas pousser sur ta jambe droite. Anto, tu vas tirer la jambe gauche vers toi. Et maintenant, on la sort. C'est parti, vous êtes prêtes? Et là, tout a recrié, un, deux, trois. Là, j'ai poussé comme une tarée. Et ma fille est arrivée. Et j'ai vraiment ce sentiment de me dire, j'ai accouché avec mon mari et grâce à ces femmes. Donc mm, le mood entier était très très fort, quoi. J'ai pas l'impression de l'avoir fait toute seule. J'aurais pu peut-être dans une situation différente, mais en tout cas, là, c'était un vrai tout. Et puis ce qui s'est passé, c'était super agréable. La première rencontre avec ma fille m'a déchiré naturellement tout ce qu'elle pouvait déchirer. Je crois que j'ai eu 7 points, 7 points. Et elle m'a carrément chié dessus. Elle m'a fait caca partout, dessus. Donc la première rencontre, c'était même pas un truc très mignon, c'était vraiment un truc à mes yeux en tout cas complètement dégueu. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de reconnaissance pour une copine qui m'avait dit, ne t'en veux pas si tu n'as pas un coup de cœur directement avec ta gosse. mm, Parce que là, ça aurait pas du tout été un coup de cœur, c'était un coup de caca. Elle m'avait vraiment chié dessus partout et ça me déplaisait. Déjà, il y avait du sang, en plus, il y avait du caca et j'ai pas aimé ce moment où, genre, on te la pose dessus et tout le monde te regarde. C'est le moment où tu es censé ressentir plein de choses, peut-être pleurer. Bon, je crois que j'ai quand même pleuré, hein, mais j'arrêtais pas, je la tenais comme ça, et puis j'arrêtais pas de dire, vous pouvez la prendre et on nettoie et on fait une rencontre clean. Là, j'ai besoin de nettoyer tout ça. Donc elles l'ont un peu nettoyé, elles m'ont surtout moi nettoyé, et puis surtout, oui, je crois que j'avais dans la tête, c'était, je veux finir ce que je suis en train de faire. Donc je veux sortir le placenta, mm, je veux qu'on me recoue, et après, je rencontrerai ma fille. Parce que je mm, savais que quand le moment où je poussais, j'arrivais pas à pousser parce que je sentais que ça se déchirait. Et d'ailleurs, je le demandais à ma sage-femme, enfin, ou à l'obstétricienne peut-être. Et je disais, ça se déchire, ça se déchire. Et elle me disait, mais non, mais non. Et en fait, d'un coup, j'ai compris qu'elle allait pas me dire oui. Et donc, je lui ai dit, je suis, mais en fait, tu vas pas me dire oui. Et elle m'a souri. Et c'est là où elle m'a dit, allez, on ne réfléchit plus et on y va. mm. Ouais. Et je pense que c'était vraiment ce qu'il fallait faire, sinon, j'aurais pas osé le faire. Enfin, j'aurais peut-être eu trop peur, ou je sais pas trop. Mm, Mais du coup, voilà, elle a tout nettoyé. Et puis là, on a vraiment rencontré ce petit être qui nous avait choisi et qui était assez fou, quoi. Et puis les 2 heures d'attente dans la salle, elles ont été ultra rapides. Après, on est retourné dans notre chambre. Je me rappelle très bien de ce moment où j'avais bien appris mes leçons. Je savais que comme j'avais pas de péridurale, j'avais le droit d'aller me laver. Et donc, j'avais vraiment ce focus où je voulais aller prendre une douche parce que mm, j'avais encore de la crotte séchée partout sur moi. Et, et j'ai une sage-femme qui a été d'ailleurs la seule, pas vilaine, mais en tout cas qui a été la seule un peu relou dans tout mon séjour, qui est rentrée dans ma chambre et m'a dit non, non, mais vous n'avez pas le droit de vous laver. Je dis ah bah si, si, je connais mes droits, j'ai carrément le droit de me laver. Elle me dit bah non. Je lui dis bah si. Et là, Anto, il se lève, il dit c'est pas grave, tout va bien. Il dit Alison, je te propose, tu t'allonges et moi je vais chercher un gant et je te nettoie. Je dis ah mais pourquoi elle a raison en fait, je viens de mettre un enfant au monde par défaut, tu ne m'expliques pas à moi ce que j'ai le droit de faire ou pas faire. Et j'ai eu ce truc que je n'avais jamais eu de ma vie, je pense, confiance en moi. Vraiment, après avoir sorti un enfant de mon ventre, mais j'avais l'impression que le non ou le fait de me contredire n'avait plus lieu d'être. Et mm, j'ai eu ce sentiment-là de... Je je me sentais fière, je me sentais grande, je me sentais forte. Et c'est un truc, ouais, c'est resté quelques jours. Et c'était assez fou. Mais ça avait commencé même pendant la grossesse. Le fait d'avoir une vie en mm, moi
m'avait énormément plu. Je me trouvais belle, même pour la première fois de ma vie. Moi, j'ai pas, on a quand même, je pense, un drôle de rapport à notre corps en tant que mannequin, encore plus à notre physique. On sait qu'on n'est pas vilain puisqu'on travaille avec notre physique, mais on est sans cesse comparé à d'autres personnes à travers des castings et à travers des jobs qui fait que même si un jour tu es choisi, le lendemain, tu seras pas choisi. Donc, Hmm. je pense que par rapport au commun des mortels, on est des gens qui ont encore moins confiance en nous que la plupart des gens. Hmm. Moi, je suis super OK avec le fait de pas avoir cette confiance en moi, en tout cas physique. Je l'ai jamais vraiment eu. Je me sens chanceuse de tout ce qui m'est arrivé dans la vie, c'est tout. Il y a pas, ça va pas plus loin que ça. Et là, le fait d'être enceinte et encore plus d'avoir mis un enfant au monde, j'ai découvert cette confiance et j'étais là, mais plus jamais je vais laisser quelqu'un mal me parler, plus jamais on me traitera comme on m'a traité avant, quoi. Et bon, c'est Hmm. encore parti, j'avoue. Mais c'était quand même méga agréable. C'était fou, quoi. Le temps que Et ça puis, bah, ce reste. que je préférais et ce que je languissais plus que tout, c'était de rentrer à la maison, de Hmm. présenter ma fille à ma sœur et à mes animaux. Donc, on a fait une sortie anticipée. Moi, j'en avais déjà touché deux mots à la maternité. Je leur avais dit que je comptais pas, je voulais pas rester. Donc, Hmm. comme j'ai accouché à minuit 10, dans l'idée, j'aurais pu partir le lendemain, enfin, quelques heures après. Hmm. Euh, mais comme j'avais eu beaucoup de points, ils ont réussi à nous garder un petit peu. Mais Hmm. on est parti, je crois que le lendemain, à 8 ou Hmm. 9 heures, on a fait une nuit, La, la nuit, effectivement, plus une nuit supplémentaire. la plupart du temps, dans les maisons de naissance, il y a pas, normalement, il n'y a pas de séjour, j'ai pensé, ou je me trompe. Alors, ça dépend les maisons de naissance. D'accord, ok. Là, eux maintenant, et ça depuis quelques mois, mais ils ne l'avaient pas avant, ils autorisent la sortie 5 heures après, je crois. D'accord, ok. Mais nous, à l'époque, en tout cas, il y avait un minimum de 24 heures. Et en fait, comme D'accord. c'est en liaison avec la maternité, Mhm. euh, nos chambres sont bloquées, quoi qu'il arrive pour nous. D'accord, ok, Donc, ouais. si j'avais voulu rester 3 jours, j'aurais pu, quoi. Ouais, ok. Hmm. Et là, c'est pour nous bah, le plus beau moment, la présentation au chien et à ma sœur. Et Hmm. ça, c'était trop, trop cool de pouvoir la déposer chez nous, regarder comment son grand frère et sa grande sœur, comme on aime bien les appeler, les enfants Nimo, l'ont découverte et comment on a fait tout ça tout ensemble. C'était trop chouette. Puis là, on est parti dans un mood très doux, très, très sympa. Moi, j'avais prévenu tout le monde, je m'étais assez positionnée sur. J'ai accouché du coup le 31 janvier et à Noël, on avait fait un Noël super à la maison, on avait accueilli toutes nos familles. Et comme j'étais pleine d'hormones et pleine de confiance, je m'étais levée en disant, par contre, je vous préviens, je veux voir personne avant 15 jours. Du coup, ça n'a pas été très bien accepté, mais je crois que j'en avais rien à faire et je leur avais dit, et si vous venez à la maison, vous devez apporter à manger. Donc, enfin, je m'étais fait un peu engueuler parce que nos familles habitaient un peu loin, en nous disant, ouais, si on fait la route, je dis, non, mais je m'en tape. Comme on aime beaucoup cuisiner avec Anto, c'est tout le temps nous qui faisions à manger sur tous les événements. Et donc là, pour une fois, je m'étais imposée en disant, non, vous allez un peu nous gâter et je ne veux Hmm. pas de pression. Et surtout, personne dort à la maison. Hmm. Et voilà, et puis c'était trop chouette. On a essayé l'allaitement, qui était vraiment pas chose facile, mais mon allaitement a été sauvé grâce à une connaissance où j'avais pris rendez-vous 7 jours après mon accouchement. Donc pendant 7 jours, la prise au sein était très très compliquée. Je sentais que ça me faisait très mal, mais vraiment comme si des aiguilles venaient me frotter derrière le téton. Là, c'est une sensation que j'ai encore très claire dans ma tête. Et un jour, la nana me dit, après le massage, c'est un espèce de massage pour venir un peu replacer les organes et tout, c'est génial. Ça m'avait fait beaucoup de bien. Elle me dit, mais pourquoi tu n'utilises pas les embouts en silicone? Et là, je la regarde, je me décompose, je dis, putain, je les ai tous à la maison. En plus, la marque MAM me les avait envoyés. Donc, j'avais genre 15 boîtes à la maison. Et je suis rentrée, je l'ai stérilisé et accroché ça. Et puis, bah, d'un coup, c'est passé, l'allaitement est devenu super. Wow. Et donc, c'est vrai que c'était un beau changement. Donc là, moi, je sais que en tant que doula de suivi, maintenant, c'est des choses, dès que je vois que c'est un peu compliqué, je propose. Je dis, mais quitte à ce que tu l'enlèves après, mais on Hmm. peut tester. Donc, j'en ai parlé à tout le monde après. Et ça, c'était merveilleux. Hmm. Et puis, bah, je dirais que ce qui a été le plus dur, ça a été la reprise du travail. Parce que moi, je pensais que, comme toutes les autres mamans, j'allais pendant 2 mois
2, 3 mois, pas me la couler douce, mais en tout cas profiter. Et ben, il s'est avéré que tous mes clients qui avaient à peu près ma date de terme, même pas 2 semaines après mon accouchement, m'ont demandé quand est-ce que je reprenais. Et donc, bah, la vie d'indépendante fait que tu te poses la question de dire, bah ouais, maintenant que j'ai un enfant, va peut-être falloir trouver des sous pour pouvoir l'élever. Et donc, là-haut. Et donc, je suis repassée très, très rapidement à repartir au travail. Et le plus gros challenge de ma grossesse, quand on revient un petit peu à ce rapport au corps avec mon boulot, c'était de comment retrouver la ligne. Même si j'avais pris que 11 kilos, parce que je faisais clairement du sport 2 fois par jour, j'avais que ça à faire, hein, bah, j'avais quand même un ventre, un joli ventre postpartum, donc tout mou, tout flagada. Mhm. Et là, tu te dis, bah, qu'est-ce que je vais faire de ce truc-là? Et, euh, et j'ai reçu mes premiers ensembles de lingerie à essayer 3 semaines après mon accouchement, où là, je devais faire bah, des polas, donc envoyer mon corps dans la lingerie. Et, euh, et bah, cette merveilleuse marque que j'adore, Obad, m'envoie la lingerie et me dit, bah, si tu es prête, nous, on te prend pour la prochaine campagne, qui est jour pour jour, 1 mois et demi après mon accouchement. Et donc, entre bah, l'essayage et le shooting, j'avais un delta de même pas un mois, 3 semaines, trois Hmm. semaines et demie, pour retaper la machine. Et, Ouais, t'étais même pas à six ça, semaines, quoi. ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est vrai que sur le coup, je dirais que les montées d'hormones, en fait, ce côté de plus rien ne me fait peur et je suis une espèce de Wonder Woman, ont pris un peu sens à ce moment-là, où je me suis dit, mais bien sûr que je vais y arriver. En fait, dans ma tête, c'était, euh, mais je vais le faire et je vais me régaler, ça va être super. Sauf que je me rendais pas compte de ce que je faisais à mon corps, en fait. Donc, bien sûr, j'ai pas fait n'importe quoi. Je me suis fait suivre par des professionnels, une coach sportive et un coach en nutrition. On a vraiment fait un calcul de base. Je me suis dit, je me suis mis à mesurer toutes mes protéines, mes lipides, mes glucides, pour que ça soit nickel, que je ne fasse pas mal à mon corps, que je lui donne surtout tout ce dont j'avais besoin. Et c'était bien fait parce que, en fin de compte, je me retrouvais à manger 2 fois plus que ce que je mangeais habituellement. Et puis comme j'avais rien d'autre à faire, parce qu'on se le dise, un bébé les premières semaines, ça reste tranquille quand même. C'est les mois d'après qui c'est un peu plus challengeant. Les premières semaines, tu le mets en porte-bébé, t'as le temps de te faire à bouffer dans l'idée. En tout cas, quand t'as un mec qui t'aide aussi au quotidien, c'était pas problématique. Mais bon, sans comprendre, je me suis trouvée à 1 mois et demi à prendre le train toute seule et à me barrer loin de ma fille, que accessoirement j'allaitais, et de me dire, mais comment je vais faire? Donc, on avait quelques jours avant commencé à faire un peu de mix avec du lait, de la poudre de lait. Et en même temps, j'avais tiré mon lait à fond, congelé. Et en fait, entre la nutrition, le sport, le fait de tirer mon lait pour congeler pour cette fameuse date, je me suis mis dans un état de stress ultime. Et ça, en fait, je me suis retrouvée sur un shooting où je suis arrivée. La plupart des gens n'avaient pas d'enfants. On dit, ah, c'est cool, dis donc, tu t'es shapé. Ouais, c'était bien. Allez, on recommence. Je me rappellerai toujours de ce moment où la nana me dit, tu peux faire un pont à l'envers? Et moi, j'étais à un pont en lingerie. J'avais mes seins qui allaient exploser. Il fallait que je tire. Mais ils comprenaient pas que pour tirer du lait, il fallait briquer pendant 20 minutes. Enfin, et j'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors oui, tu as de la chance, oui, cette expérience, elle est incroyable, ce que tu as réussi à faire, c'est cool. Mais vraiment, j'ai appelé Anto, caché dans ma cabine, en train de pomper mon lait et de pleurer, et de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je cherche à me prouver des choses comme ça? Et ça, je sais que si un jour j'ai la chance d'avoir un deuxième enfant, eh ben, je le ferai pas. Je laisserai mon corps se remettre tout doucement. Ouais, vraiment tout doucement, avec beaucoup de sécurité. J'en ai beaucoup souffert psychologiquement et puis de me retrouver Hmm. toute seule dans une nuit d'hôtel loin de ma fille qui était toute petite. Je me rappelle, j'avais les montées de lait, les seins qui jaillissaient et j'étais là, oh bah je m'en fous, c'est pas mes draps, c'est pas mon truc. J'avais mouillé le lit entier et je pleurais toute seule dans toute la nuit et rebelote le lendemain matin. Enfin, ça a été un gros challenge que je referai plus jamais.
Mm. mais qui a découlé sur pas mal d'organisations en fin de compte, parce que la vie reprenait, que ça soit Anto ou moi, on devait partir en déplacement. Donc on s'est posé pas mal de questions sur notre organisation, sur le fait de tirer mon lait. Je me suis retrouvée à tirer mon lait dans toutes les gares et tous les aéroports d'Europe, je pense. Et j'ai eu affaire aussi à des personnes super bienveillantes et des personnes très malveillantes. Mm. J'ai compris ce que c'était le combat des femmes, le combat de pouvoir allaiter en paix ou de tirer son lait en paix. Et là, j'ai été prise d'une espèce de grosse mission d'éduquer encore les gens qui me maltraitaient ou pour qui ce n'était pas OK. Et je dirais que les moments les plus durs, pour moi, ont été d'accepter que les personnes les plus méchantes, c'était des femmes. Ah. Et et Mm. ça, j'ai toujours eu du mal à le comprendre, comment on pouvait ne pas s'entraider comme ça. Donc, Ouais. j'ai frôlé la mastite sur un shooting parce que c'était pas l'heure de tirer mon lait. Et donc, bah, j'avais enlevé mon t-shirt et posé mes deux gros seins sur la table pendant que je mangeais au milieu d'une équipe. Et elle me dit, mais c'est dégueulasse, Alison. Je fais, bah ouais, mais t'as pas voulu me laisser poser, me faire prendre de pause depuis 7 heures du matin et il est 14 heures. Moi, je vais pas aller à l'hôpital pour toi, donc je vais manger en tirant mon lait. Et si ça vous déplaît, bah vous allez ailleurs. Et en fait, Ouais. c'était que de la rééducation comme ça, mais c'était très dur psychologiquement. Sans compter le jugement des gens. Ah, tu t'en vas, t'abandonnes ton bébé à 1 mois et demi, tu vas travailler, t'es une mauvaise mère parce que tu fais passer ta carrière en priorité. Mm. Et c'était assez perturbant tout ça. Ça, je pense que je referai pas. Ouais. Et t'as eu ces remarques-là? Hum, hum. Ouais. Ah ouais, Ok. ouais, ouais. Beaucoup, hein, tous les jours, beaucoup, beaucoup de femmes. Bon, j'ai eu des hommes aussi, hein, j'ai des grosses engueulades avec des hommes. Mais je l'ai encore aujourd'hui, hein. Moi, mon métier me fait partir au minimum 1 nuit par semaine. Des Oui. fois, c'est 5. Et là, quand tu croises des personnes qui te disent ah bah heureusement qu'il est là, le papa, hein. Comment tu fais t'as pas peur que ta fille, elle t'oublie ou qu'elle t'aime moins ou mais des phrases, tu te dis mais vous êtes des cons ou quoi? Moi, j'adore l'idée d'éduquer ma fille en lui disant que sa maman, elle aime son travail et que partir, c'est son bonheur à elle et que ça veut pas dire que j'aime pas ma famille, ça veut dire que je suis heureuse et épanouie. Oui. Et d'ailleurs, Olympe le sait très bien aujourd'hui, quoi. Mm. Chaque fois que je m'en vais, elle me dit, t'es heureuse de partir, maman? Je dis oui, elle me dit, ah bah, je suis contente pour toi. Et là, Oh. moi, j'ai l'impression d'avoir réussi ma vie, quoi. Mm. Puis mon éducation, c'est déjà pas mal pour Mm. l'instant. Mm. Ouais, je me demande si Antonin, elle a les mêmes remarques. Ouais, je suis pas sûre, hein. Hmm. Comme Est-ce que tu as d'habitude. peur que ta fille t'oublie, tu Mm. priorises ta carrière et tout? C'est des trucs chez les mecs, Non, il se pose pas du tout ça la dérange question. pas. Par contre, Anto l'a eu limite dans l'autre sens, Hmm. parce qu'il y a eu un Ah, moment où il a bossé un peu moins et du coup, bah, c'est lui qui était à la maison à gérer la tribu et moi, j'étais tout le temps barrée et par contre, on venait lui dire, alors t'es homme au foyer, alors c'est ta femme qui ramène tout à la maison et pareil dans ce sens-là, en fait, il était là, mais attendez, moi, je suis très fière que ma femme parte, je suis hmm, très fière de pouvoir être à la maison pour éduquer ma fille, puis ça veut pas dire que je travaille pas. hmm, Et, et par contre, les remarques un peu machistes dans l'autre sens, hmm, c'était super dur hmm, parce qu'en aucun cas, il a voulu être homme au foyer ou il a été homme au foyer d'ailleurs. hmm. Et si c'était le cas, ce sera pas grave non plus. Et ça Mais serait complètement OK. Moi, j'aurais ouais. adoré qu'il ait envie d'être homme au foyer, hein. Franchement, ça aurait été trop cool. Mais ouais, ouais, c'est vrai que ce côté-là est assez perturbant et la façon dont on dit pour être une bonne mère, il faut être comme ci ou comme ça. Non, pour être une Hmm, bonne mère, il faut juste s'écouter et ne pas s'oublier. Je pense que c'est même pas un secret que dire notre focus devrait être là. Mais on le sait toutes que c'est pas facile à faire, à réaliser. Et puis je pense qu'on essaye de faire au mieux et rien qu'en essayant, c'est déjà bien, quoi. oui. Grave. Bah, je pense qu'il y a même des études qui ont montré l'indicateur le plus fort pour le bien-être de l'enfant, c'est le bien-être de la maman. Hmm. Du coup, si maman Ouais, va bien, les enfants vont bien. Et du coup, ouais. faut qu'on s'occupe de nous, quoi. Et puis il y a un côté, je trouve, ultra sain et doux de pouvoir expliquer tout ça à ses enfants. Moi, je sais que des fois, j'ai du mal à partir quand je sais que j'enchaîne, par exemple, 2 jobs et que je vais partir Mm, 5, 6 jours. mm, 6 jours sans la voir, sans même les voir, c'est des choses qui sont dures pour moi. Mais moi, je vois ma fille, elle a une interdiction complète des écrans, sauf le WhatsApp.
où on Mm. s'appelle en vidéo, et ça, depuis qu'elle est petite. Et Mm. je veux dire, bon, après, c'est facile, hein, on est anti-écran parce qu'on n'a pas de télé, donc c'est toujours plus facile de pas mettre des écrans quand on n'a pas ce qu'il faut. Mais je vois, depuis petite, elle prend le téléphone, elle le pose et elle me raconte sa journée. Et puis d'ailleurs, Mm. la première fois où elle n'a pas eu envie de me parler, on me dit, oh non, maman, j'ai pas envie de te parler là. Pour moi, ça a été ultra dur. Et puis en fait, je me suis dit, mais si elle a pas envie de me parler, c'est trop cool. Ça veut dire qu'elle est bien, que je lui manque pas. Et puis quand on rentre, alors raconte-moi, t'as fait quoi? Montre-moi les photos. Et puis la nounou, elle va avec aussi. On lui envoie les photos de là où on est. Et je prends une semaine comme il y a 15 jours. Anto, il était en train de shooter dans les montagnes. Moi, j'étais en train de shooter à la plage. Du coup, la gamine, dans la journée, elle voit que ses deux parents, ils sont en train de faire des boulots incroyables dans des univers de fous. Et puis, bah, le soir, quand c'est la petite gamine d'à côté qui la récupère et qui fait le coucher, le laver, tout le bazar, et que nous, on arrive un peu tard, le lendemain matin, elle dit, alors racontez-moi, c'était quoi ces super photos là? Et moi, je trouve ça cool. Mm. Et même là, cette semaine, on est parti shooter pendant 2 jours pour une marque de 4x4 et on l'a prise avec nous. Alors, c'était bordel, hein. On a pris les deux chiens, on a pris la gamine, on fait des journées à rallonge. Et en fait, elle comprend ce qu'on fait et ça, c'est trop bien. Mm. Puis elle se retrouve à vivre des trucs aussi un peu cool. Alors oui, c'est sûr que sur le papier, elle est pas. Des fois, on sort un peu des clous, mais pour nous, c'est ça la vie parfaite, quoi. En tout cas, on essaye. C'est super. Mm. Je trouve que tu as été très complète, mais est-ce qu'il y a des Ouais. dernières choses que tu as envie d'ajouter bah, par exemple, parfois on te demande s'il y a si c'était à refaire, mais tu avais quand même dit des choses, ou si tu aurais aimé être accompagné d'une manière différente, ou si ta vision des choses a changé, les 3 dernières années. Non, ah si, juste sur un truc, moi, c'est que j'avais pris une doula post-grossesse Oui. pour le après, et je pense que j'aurais bien aimé avoir aujourd'hui, maintenant, sachant ce que c'est une doula, Mm. de me dire, d'avoir un accompagnement comme ça, où vraiment, en fait, elle vient nous permettre de chercher un peu nos peurs et de travailler à tout ça. Et donc, de se poser aussi les bonnes questions. Et peut-être que ça m'aurait mieux préparé à la reprise au travail, à ce que je me suis Mm. infligée, les sujets aussi dans le couple, hein, parce que ça, c'était et c'est encore d'ailleurs pas facile. Tout ce qui est éducation, tu vois, de pouvoir parler de ce que j'aimerais donner à mon enfant, de poser aussi les questions dans le couple. Oui, quand on s'est jamais dit, notre éducation, elle sera comme ça. Donc, on est confronté régulièrement à être en désaccord et à devoir évidemment s'ajuster. Mais c'est vrai que s'il y a un truc que je changerais, c'est que je m'offrirais un accompagnement de long terme avec une doula. Mm. Ça me permettrait d'être peut-être plus sécure et plus en douceur et de moins justement euh, garder les choses en moi, comme tout ce qui s'est passé lors de mon premier bébé. Euh, ouais, ça, j'aurais aimé en parler avec des professionnels. Mm. Ouais. Eh ben, mille merci pour ta partage. Ouais, Très, merci à vous. très toi, très sincère, très, Ah, j'ai kiffé. merci, ça me fait plaisir de vous voir. Merci pour ce que vous faites, les filles. C'est vraiment trop cool. Merci beaucoup. Et merci d'avoir écouté Histoire de naissance. Et à la prochaine fois. Au revoir. Merci à toi de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur notre prochaine interview. Pour nous soutenir, abonne-toi et suis-nous sur les réseaux.